Le brunch politique Sud Radio. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses. Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Bonjour, l'invité du brunch politique aujourd'hui, Florian Philippot, député européen et vice-président du Front National. Au menu du brunch politique, la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, la lutte contre Daesh, l'élection de Donald Trump et ses conséquences aux États-Unis, en France et dans le monde, et puis le Front National et la présidentielle de 2017. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Aujourd'hui, jour de commémoration des attentats du 13 novembre 2015 au Stade de France, au Carillon, au Petit Cambodge, à la Bonne Bière, au Comptoir Voltaire et à la Belle Époque et bien sûr au Bataclan. Alors vous n'y êtes pas physiquement, vous êtes avec nous, mais vous vous joignez à ces commémorations ? Oui, naturellement. Je crois que toute la France, tous les Français se joignent à ces commémorations, à ces pensées très fortes qu'on a pour l'ensemble des victimes décédées, blessées, et pour leurs familles, pour leurs proches, évidemment. On sait que le traumatisme est encore là, d'autant que cet attentat terrible a été suivi cette année de Magnanville, le couple de policiers assassinés, de Nice bien sûr, et de ce prêtre en Normandie qui a été égorgé dans son église. Donc on voit que l'horreur a continué après le Bataclan. Hier soir, réouverture du Bataclan avec Sting, un concert de Sting. On a appris par ailleurs que le Bataclan avait refoulé des membres des Eagles of Death Metal en raison des déclarations polémiques de son chanteur. Le manager du groupe dément, mais c'est ce que déclare la direction de la salle. Est-ce que vous prenez parti dans cette polémique ? Je trouve qu'il était extraordinaire d'avoir créé une polémique le jour de l'hommage et de la réouverture du Bataclan et de l'hommage aux victimes. Je vois pas pourquoi on a refusé ce groupe. Enfin, il faut quand même se souvenir que ceux qui sont morts étaient les fans de ce groupe. Voilà. Et que ce groupe jouait pendant que ces gens étaient mitraillés et parfois dans des conditions, tués dans des conditions épouvantables. Donc je trouve cette décision absolument incompréhensible. Alors évidemment, ça pose également la question de la réponse au risque terrorisme. Manuel Valls l'a déclaré dans une interview diffusée aujourd'hui sur la BBC. L'état d'urgence va sans doute être prolongé de quelques mois en janvier, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle. Vous soutenez cette nouvelle prolongation de l'état d'urgence, Florian Philippot ? Écoutez, pour en faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait aujourd'hui de l'état d'urgence ? On se décidera le jour où ça viendra devant le Parlement, si ça vient devant le Parlement, mais on regardera concrètement ce que propose le gouvernement, mais pour en faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait depuis des mois et des mois de cet état d'urgence, depuis 1 an ? Rien. Il y a eu des décisions, il y a eu des perquisitions administratives. Il y a eu quelques avancées les premières semaines, pour être honnête, après le 13 novembre 2015, donc il y a 1 an. Il y a eu exactement 3594 perquisitions entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016 grâce à l'état d'urgence. Oui, mais ça, ce sont des chiffres qu'on aligne comme ça, mais que sur la réalité, 757 armes découvertes. Est-ce qu'on a fait reculer le fondamentalisme islamiste dans notre pays ? La réponse est non. Je veux dire, est-ce qu'on a rétabli ? Moi, je pense que la priorité numéro 1, je vais vous dire, c'est de rétablir nos frontières nationales. Voilà. Je pense que si on devait hiérarchiser les priorités, c'est la priorité numéro 1, on ne l'a pas fait. C'est déjà le cas aujourd'hui, Florian Philippot. Je vous invite à aller le contrôle aux frontières. Je vous invite à aller vous balader entre la France et l'Allemagne, ou la France et la Belgique, ou les autres pays. Vous verrez que non, malheureusement, ça n'est pas le cas, et que nous sommes toujours en pleine pensée Schengen, ouverture totale des frontières. Non, les frontières nationales de la France n'ont pas été rétablies. Elles l'ont été. Donc le gouvernement ment selon vous sur cette question. De toute façon, le gouvernement, je pense que le gouvernement n'ose même pas dire qu'on a rétabli nos frontières nationales, parce qu'il sait qu'il n'a pas quitté Schengen. Il sait que la France n'a pas quitté Schengen, et de toute façon, ça n'empêche pas le contrôle aux frontières pour les individus. Oui, mais il faudrait pour cela d'abord avoir la volonté politique de le faire, le faire juridiquement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puis rétablir des infrastructures de douane, et donc des effectifs de douaniers. Je rappelle que Sarkozy avait supprimé 2000 postes de douaniers sous son mandat, qui n'ont pas été reconstitués, loin de là. Si on rétablit les frontières, il faut le faire politiquement, et il faut le faire, matériellement, en reconstituant des douanes. Ça n'a pas été fait. On parlait d'état d'urgence. Est-ce que le gouvernement se rend compte que chaque nuit, des policiers manifestent en France ? Ce qui est inédit depuis des décennies. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté en termes de sécurité publique au pays, puisque
même les forces de l'ordre qui sont les premiers sur le terrain à constater les dégâts de cette politique nous disent rien n'a été fait, la situation est catastrophique en termes d'effectifs, de moyens, d'ordre donné, etc. Il y a eu des engagements de Bernard Cazeneuve vis-à-vis des policiers qui manifestent, des engagements quant aux moyens qui seront déployés dans les mois à venir. Il y a toujours beaucoup d'engagements dans ces gouvernements, il y a peu de réalisations. C'est tout ce qu'on peut leur reprocher. Là aussi, j'appelle le ministre de l'Intérieur à aller voir certains commissariats. Il verra l'état de délabrement indigne de notre République de commissariats. Il verra que les policiers réclament je veux dire ce que nous demandons depuis des années, la présomption de légitime défense. Il est anormal que les premiers mis en garde à vue et mis en examen quand un voyou, un criminel voire un fou furieux est mis hors d'état de nuire, ce soit le policier. Je veux dire, comme on l'a encore vu tout récemment. Il y a une réflexion qui va être menée justement pour la légitime défense des forces de l'ordre. On va sûrement créer un comité Théodule, c'est ça ? Pour réfléchir à tout cela, comme on avait créé un comité Théodule pour réfléchir à la déchéance de nationalité après le Bataclan. Et ça n'a rien donné. Alors qu'aux Pays-Bas, je veux dire, moins de débats, mais plus d'actions. Ils ont voté il y a quelques mois, aux Pays-Bas, la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. Pas simplement pour les terroristes condamnés, pour les djihadistes binationaux. C'est-à-dire qu'en amont, ils peuvent les interpeller, leur enlever leur nationalité française, ils deviennent donc des ressortissants étrangers, et on peut donc les expulser et leur interdire le territoire national. Ça me paraît là aussi une mesure de bon sens. Je voudrais simplement qu'on revienne à l'état d'urgence. Est-ce que oui ou non, vous soutiendrez la prolongation ? On regardera bien sûr ce que propose le gouvernement, mais en l'état actuel, force est de constater qu'ils n'ont rien fait de l'état d'urgence et qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. Les perquisitions administratives, les saisies, les interpellations, les gardes à vue. Oui, mais tout ce que je vous cite qui me semble les assignations à résidence. Oui, mais tout ça, ce sont des méthodes administratives. Mais est-ce qu'il y a une politique, une volonté quand le ministre de la Défense, Monsieur Le Drian, nous dit il y a quelques jours sur une autre radio qu'il faut arrêter d'éparpiller, je le cite, il faut arrêter d'éparpiller les migrants en France parce que des terroristes peuvent se faire passer pour des migrants. C'est vrai, de toute façon ça s'est déjà produit le 13 novembre dernier. Ils se sont fait sauter. Mais alors qu'est-ce que fait le gouvernement à côté tous migrants. Non, mais il y en avait. Que font-ils à côté de ces déclarations du ministre de la Défense ? Ils continuent d'éparpiller les migrants partout en France. Donc je veux dire, c'est d'une inconséquence, d'une irresponsabilité totale. Ça, ce sont des vraies mesures. État d'urgence ou pas état d'urgence. Moi, j'ai pas envie qu'on emballe un cadeau vide dans le. Si vous voulez qu'on emballe un cadeau vide, il y a rien à l'intérieur, dans un emballage qui s'appellerait état d'urgence. Ça ne m'intéresse pas. Vous pourriez voter contre la prolongation. Notre parti va regarder... Le Front National, évidemment. Le Front National va regarder cette décision qui est toute récente, donc on n'a pas encore eu le temps de se concerter là-dessus. On va regarder, on va étudier, et puis on décidera d'une position de vote, bien sûr. Il y a une loi supplémentaire, d'ailleurs, qui a été votée depuis la première fois où l'état d'urgence avait été mis en place. Elle est censée permettre, justement, la majorité des mesures prévues par l'état d'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas davantage dans de la communication autour de l'état d'urgence que dans les faits ? Je pense qu'on est exactement dans la communication et pas dans l'action. C'est compliqué en même temps pour un gouvernement de revenir sur l'état d'urgence avec le risque terroriste qu'on connaît aujourd'hui. C'est compliqué quand en parallèle on ne fait rien. Je suis votre raisonnement, je le comprends, mais ce serait moins compliqué si le gouvernement prenait de vraies décisions. S'il disait, là, écoutez, il y a un problème sur la construction de certaines mosquées, on ne sait pas d'où vient l'argent. Il vient probablement, si on creuse un peu, de pétromonarchies qui ont des liens avec l'islamisme le plus radical, des pétromonarchies salafistes. Donc on gèle cette construction, vous voyez, où on ferme évidemment les mosquées qui sont déjà identifiées comme radicales. On expulse les imams étrangers qui prêchent la haine. Bon, tout cela n'est pas fait ou est fait extrêmement partiellement. Donc on voit bien que ce gouvernement, mais comme les précédents, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 10 ans que la France est embourbée dans la communication. Pourquoi ? Si on vient au cœur du problème, parce que la France n'a plus ses instruments de souveraineté. La France n'a plus la capacité d'agir parce que c'est un pays qui a perdu tous ses outils pour agir. C'est un pays qui n'a plus la capacité de contrôler ses frontières, qui n'a plus la capacité de contrôler son propre droit de l'immigration, puisqu'il y aura toujours un juge européen ou de la CEDH qui vous dira que, non, vous n'avez pas le droit d'expulser tel ou tel individu pour telle ou telle raison. Et c'est un pays embourbé dans la politique d'austérité qui finit par avoir des conséquences en matière de sécurité aussi. Donc, je veux dire, tout est lié. On apprend ce matin que le renseignement allemand signale que Daesh continue à former ses combattants à passer pour des réfugiés pour gagner l'Europe. L'espace Schengen, l'UE prolonge de 3 mois le contrôle à certaines frontières. On l'apprend aussi, on l'a appris cette semaine. Satisfait ? Ça a été manifestement déjà inefficace dans le passé. Non, moi je ne crois pas du tout aux frontières européennes.
Il y a je ne sais combien, je crois 14 000 kilomètres de frontières extérieures. C'est ingérable, surtout qu'on demande à des États comme la Grèce qui sont à genoux de gérer ces frontières. Autant avoir, je veux dire, des avec frontières des aides nationales. Avec des aides qu'on leur apporte. Oui, en plus, ça nous coûte, vous voyez. Ça nous coûte et c'est inefficace. Autant avoir des frontières nationales. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à penser que des pays aussi quand même imposants, aussi anciens que la France, puissent avoir leurs frontières nationales comme 95% des pays dans le monde? Ça n'a rien d'extraordinaire. La coopération, ça peut avoir du bon. Stop à l'idéologie, oui à l'action, quoi. La coopération, ça peut avoir du bon entre États européens. Mais oui, mais ça a toujours existé et ça doit exister, bien sûr. Coopération en Europe et même au-delà. Il faut qu'on coopère avec la Russie, les États-Unis, le Canada, enfin tous les pays engagés dans la lutte contre le terrorisme, l'Australie et les pays du Moyen-Orient, la Syrie. Ça serait pas mal, tiens, de coopérer avec le gouvernement syrien qui avait proposé il y a quelques mois à la France des listes de djihadistes français, et par idéologie, la France avait manifestement refusé cette liste. C'est quand même parfaitement irresponsable aussi. Donc il faut coopérer avec Bachar el-Assad en manière de lutte antiterroriste. Oui. On n'a pas que des amis et des anges partout dans le monde à la tête des gouvernements, mais c'est comme ça, c'est la réalité du monde, c'est la réelle politique. Il faut faire avec, et en tout cas, il faut juste penser à une chose, la sécurité des Français. Un chiffre, Florian Philippot, 540 interdictions de séjour ont été ordonnées au 18 juillet 2016 grâce à l'état d'urgence. Ça me tombe mieux. Vous voyez quand même. Mieux. Et combien de... Rien n'est pas fait par le gouvernement. Et à côté de cela, on va atteindre 100 000 demandes d'asile cette année en France, record absolu. 100 000. Donc ça augmente partout. On est en train de répartir, je crois, dans 450 communes de France des migrants. L'immigration légale continue comme jamais. Même chiffre que sous Sarkozy, même un peu plus encore maintenant. Plus de 200 000 entrées légales par an, les clandestins. Enfin, je veux dire, tout cela, on parlait de communication tout à l'heure, c'est 580, ça ressemble furieusement à de la communication. Daesh recule en Irak et en Syrie, c'est le cas à Alep et à Mossoul. Faut-il craindre une hausse de la menace sur le territoire national en conséquence, Florian Philippot? Bien, c'est vrai que c'est une analyse qui est faite par les plus grands experts qui expliquent qu'au moment où une organisation est acculée, elle peut se radicaliser et devenir encore plus dangereuse, notamment en dehors de son territoire naturel, de ses frontières. Donc oui, bien sûr que la menace, elle est là, qu'elle est à un niveau probablement plus élevé que jamais, c'est pas à moi de le dire, mais c'est ce que nous disent en tout cas les spécialistes du renseignement. Donc il faut s'y préparer. En tout cas, il faut continuer beaucoup plus massivement d'ailleurs, de détruire, d'éradiquer l'État islamique, Daesh, là-bas. Ça, c'est une évidence. En coopération avec la Russie? Oui, et bien sûr, et c'est ce que nous disons depuis le départ, évidemment, la Russie lutte là-bas aussi contre Daesh, et je pense qu'on peut espérer que l'élection de M. Trump à la tête des États-Unis pourra changer la donne aussi dans notre vision de la Russie, puisque Donald Trump a toujours expliqué qu'il traiterait la Russie comme un partenaire. Non, mais c'est important, ça explique aussi beaucoup. Ça explique beaucoup de choses. C'est très important et que la France se ressaisisse, en tout cas ses gouvernements, parce que je crois que les Français, eux, ont compris depuis bien longtemps ce qui s'y passait, et qu'on coopère avec tout le monde là-bas, qu'on retrouve notre indépendance et qu'on lutte enfin contre l'État islamique. Ça doit être là aussi la première des priorités. On va y revenir sur la coopération avec la Russie parce que c'est un sujet important. Faut-il en revanche envoyer des troupes au sol pour justement aider à libérer Mossoul? Non, nous n'y sommes pas favorables. Ce serait probablement le bourbier, le piège pour nos troupes. Nous avons d'autres choses à faire, de manière aérienne bien sûr. Nous avons du travail de renseignement à faire, alors sauf évidemment, mais ça par définition on n'en parle pas, mais ce sont les troupes spéciales qui ont un rôle particulier. Mais je veux dire, les troupes conventionnelles, non, ça n'est pas notre rôle, et ce serait prendre un risque inconsidéré. Les troupes spéciales, ça veut dire des assassinats ciblés? Oui, mais ça a toujours existé, ça existe. Et ça a même été reconnu dans un livre de manière, alors là, pour le coup, c'est incroyable. C'est dans n'importe quelle grande démocratie. Les révélations faites par François Hollande dans ce livre, qui porte très bien son nom, un président ne devrait pas dire cela, sont totalement irresponsables. Et ne font très peu de bruit en France, alors que c'est d'une gravité exceptionnelle. Mais il y a d'autres choses à faire sur Daesh, et notamment lutter contre le financement. Et je crois que c'est peut-être une des plus grandes priorités. Comment est-ce qu'on lutte contre le financement? Il faut revoir nos relations avec des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Vous pensez qu'ils financent toujours Daesh? Ou ils laissent faire. Oui, selon ceux qui connaissent bien les dossiers, soit les gouvernements l'ont fait, peut-être ne le font plus aujourd'hui, ou laissent faire des fondations privées. Bon. Parce que les accusations portent essentiellement sur des financements passés
plus des financements d'aujourd'hui. Oui, on parle aujourd'hui, si vous voulez, non plus des gouvernements directement, ça se verrait un peu trop, mais on laisse faire. Et par ailleurs, on entretient une idéologie radicale, salafiste, qui est quand même à la base de ce processus de radicalisation et parfois de terrorisme. Voilà, alors, tant qu'on continuera à considérer, à avoir des liens extrêmement troubles avec ces pays, Arabie Saoudite et Qatar, parfois des liens de corruption, puisque là aussi un livre important est sorti de messieurs Chesneau et Malbruno, qui explique comment une partie de la classe politique française, UMP et PS, aurait été achetée par le Qatar. Tant qu'on n'en parlera pas davantage, tant qu'on ne mettra pas les choses au clair, tant qu'on ne demandera pas aux ministres mis en cause ou aux anciens ministres mis en cause ou aux députés mis en cause de s'expliquer extrêmement clairement et précisément, alors on sera dans une espèce d'hypocrisie nationale où en réalité ce sont quelques pays qui font la loi et certains en profitent par la corruption ou en allant y faire des conférences, je crois rémunérées 12 années de SMIC pour 45 minutes. Marine Le Pen, invitée d'ailleurs par les Émirats en Égypte également, on peut en parler aussi. Alors les Émirats Arabes Unis, pour votre information, ça n'a rien à voir avec le Qatar. C'est un peu l'anti-Qatar puisqu'ils avaient même fermé Ils avaient même fermé leur ambassade au Qatar parce qu'ils soupçonnaient le Qatar de financer le terrorisme islamiste. Donc, on est d'accord sur ce point. Il faut coopérer avec les Émirats Arabes Unis, ça c'est une évidence. On est d'accord sur ce point, mais il y a quand même aussi parfois des invitations qui sont plus opportunes que d'autres. Je sais pas, c'est ce qui a été dit dans ce livre. C'est à vérifier d'abord tout cela. La sortie des États-Unis de l'OTAN est clairement envisagée après l'élection de Donald Trump. Vous, le FN, vous souhaitez aussi que la France sorte de l'OTAN. En attendant, faut-il craindre ce désengagement des États-Unis si la France reste dans l'OTAN, puisque de toute façon, je veux dire, si les États-Unis sortent de l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. L'OTAN, c'était une excroissance des États-Unis, donc et de l'impérialisme américain depuis la fin de la guerre froide. Ça avait une justification du temps de la guerre froide. Du temps après la fin de la guerre froide, c'était simplement une excroissance de l'impérialisme américain. Donc oui, nous sommes favorables à la sortie de la France de l'OTAN, mais parce que nous sommes favorables à l'indépendance nationale, l'indépendance stratégique, qui nous protégera bien mieux que de nous entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, comme ce fut le cas en Libye sous Sarkozy, comme la France lors de la première guerre d'Irak s'était laissée piéger. Heureusement, elle avait été plus intelligente et plus noble lors de la seconde guerre d'Irak en la refusant. Bien sûr, je crois que non, on ne doit pas s'inquiéter de cela. Au contraire, on doit s'inquiéter de tous ceux qui ont des postures bellicistes, pas de ceux qui ont des postures raisonnables. Vous savez la part des États-Unis dans le financement de l'OTAN ? Non, ça doit être une part assez conséquente. 70%. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Et finalement, la France est peut-être mieux protégée en étant dans l'OTAN. C'est pour ça que je vous disais, s'il n'y a plus les États-Unis, il n'y a plus d'OTAN. Bon. Ouais. Non, la France doit se protéger par sa propre défense nationale. Vous savez, en matière de sécurité, il y a une chose que l'histoire nous a apprise, il ne faut pas compter sur les autres. Il faut absolument avoir son propre effort de défense nationale qui n'est plus du tout suffisant en France depuis des dizaines d'années. Il faut très vite réatteindre les 2% du PIB investis dans notre défense nationale et viser les 3% à la fin d'un mandat. Alors, vraiment. Aujourd'hui, on est tombé très très bas. Et la France, pourtant, est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, a une diplomatie, a une voix et a des intérêts à défendre, pas simplement économiques d'ailleurs, aussi stratégiques et diplomatiques. Donald Trump souhaiterait remettre en question l'article 5 du traité de l'OTAN qui prévoit qu'en cas d'attaque physique d'un pays membre, les autres partenaires lui viennent automatiquement en aide. Si on remet en cause cet article, c'est clairement la fin de l'OTAN. Et oui, mais c'est pas un problème pour nous, si vous voulez. Nous, on considère que il faut bien sûr coopérer, et il faut avoir les meilleures relations avec les pays qui peuvent à un moment partager nos intérêts nationaux, mais s'enfermer dans la dépendance vis-à-vis d'une superpuissance qui peut, encore une fois, vous entraîner dans des guerres dangereuses qui se retournent contre votre propre sécurité, parce qu'honnêtement, ce qui a été fait ces dernières décennies au Moyen-Orient, ça a plutôt affaibli la sécurité du monde que de la renforcer. Donc on voit bien que ce mécanisme OTAN était plutôt néfaste pour la sécurité de la France que positif pour lui. Il n'a pas été engagé au nom de l'article 5, c'est pas au nom de cet article qu'on a été engagé dans ces guerres. On s'est engagé derrière... Non, mais ça n'a rien à voir du coup. Non, ça n'a pas rien... Si, ça a tout à fait à voir. On s'est engagé derrière les visées américaines, les visées des faucons américains qui nous ont entraînés dans ces guerres. Mais peu importe, vous savez, pour moi, entre OTAN et États-Unis, il y a une équivalence presque totale.
Et vous vous rappelez vous-même, 70% du financement, les décisions stratégiques sont prises par les États-Unis. OTAN et États-Unis, c'est globalement quasiment la même chose. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. D'autant que parmi les membres de l'OTAN, vous avez la grande majorité de pays qui en réalité n'ont pas d'armée ou quasiment pas. Donc ce sont quelques pays qui décident, et a fortiori les États-Unis. Florian Philippot, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique de Sud Radio en direct avec Florian Philippot, vice-président du Front National. Vous avez félicité Donald Trump pour son élection. Est-ce que vous saluez le bilan de Barack Obama ? Écoutez, je suis pas américain, donc c'est un exercice compliqué. On le connaît forcément moins bien qu'eux qui le vivent. Vous connaissez suffisamment Donald Trump pour le féliciter, donc... Oui, moi je sais pas ce qu'en pense. Apparemment, jusqu'au bout, Obama est resté plutôt populaire, donc c'est qu'il doit avoir plutôt un bilan jugé positivement. Après, il faut regarder dans le détail. Il n'est pas allé aussi loin, manifestement, qu'il l'avait annoncé sur la protection sociale. Il a probablement une politique étrangère un peu plus raisonnable que George Bush Jr., qui d'ailleurs, en réalité d'ailleurs, pour répondre précisément, la candidature Clinton était soutenue par les faucons qui avaient le sentiment déjà avec Obama qu'ils avaient perdu un peu de leur influence. Bon, Obama était un peu dans un entre-deux. Et les faucons étaient tous derrière, quasiment tous derrière Madame Clinton. Je crois que Bush père a voté pour elle. Donc vous lui trouvez des qualités quand même. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas derrière Trump, voilà. Vous lui trouvez des qualités quand même à Barack Obama. Ah oui, bien sûr. C'est quelqu'un de toute façon qui a... Dont l'Obamacare, dont vous venez de parler. Oui, après vous me demandez de rentrer dans la politique intérieure des États-Unis, c'est toujours compliqué parce qu'on n'est pas américain, qu'on n'a pas tous les éléments pour juger et puis on juge pas selon les mêmes standards. Non, mais l'Obamacare c'est intéressant parce que c'est une politique de santé sur laquelle Donald Trump voulait revenir, promesse, sur laquelle il est aussitôt revenu une fois élu. Il veut dorénavant uniquement l'amender. Il y a un recul dans les promesses de Donald Trump. Je ne sais pas comment il gérera sa présidence, on verra bien. C'est à lui de gérer. Maintenant, vous savez, ceux qui, 48 heures après le vote, nous expliquent déjà ce que va faire Trump, là où il a reculé, etc., etc. Alors qu'il, pour l'instant, il n'est que président élu. Vous savez qu'aux États-Unis, on est président investi le 20 janvier. Exactement. Donc il ne le sera que le 20 janvier 2017. Cela me font un peu rire, ceux qui font déjà des analyses sur la politique de Donald Trump, alors qu'il n'a même pas formellement le pouvoir et que les élections ont eu lieu il y a quelques jours. Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé après le Brexit. Vous savez, toute la caste était un peu sonnée. Pas nous on était très heureux. Et on nous expliquait déjà, je crois 24 heures après le vote, que le Brexit n'aurait jamais lieu, que par une pétition les Britanniques allaient montrer leur regret d'avoir voté pour le Brexit, que les manifestations allaient faire reculer le Brexit, que les partisans du Brexit avaient tous fui dans la nature. C'est la légende qu'on avait lancée à l'époque. Je rappelle que le principal soutien qui était Boris Johnson est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères britannique, donc il y a mieux comme fuite dans la nature. Voilà, ce sont ces espèces de spécialistes qui sont tellement sonnés parce que leur idéologie en a pris un coup qu'ils n'arrivent pas à accepter le verdict des urnes et ils se sentent obligés systématiquement de juger tout de suite, de remettre en cause. Bon, tout ça est ridicule. Qu'est-ce que vous voulez dire que c'est un On le comportement... jugera sur les mois et les années qui viennent, c'est tout. Vous pensez que c'est un comportement antidémocratique ? Beaucoup de manifestants. Oui ? Mais bien sûr. Beaucoup de manifestations suite à l'élection de Donald Trump, des manifestations d'opposants. Est-ce qu'il est encore à même de faire le rassemblement ? Attendez, d'abord ces manifestations, à part New York et une autre ville où il y a un peu de monde, ou 15 000 personnes, les autres, il y a souvent entre 50 et 150 personnes. Donc c'est pas ce qu'on appelle des manifestations. Après, il a été élu. Il y en a aussi dans d'autres villes du monde, à Berlin par exemple, hier. D'accord, vous aurez toujours 2-3 bobos pour aller exprimer leur chagrin. Très bien, il a été élu, ça s'appelle la démocratie. Ceux qui remettent en cause la démocratie doivent faire leur introspection et se disent peut-être que je ne suis pas démocrate. Peut-être que j'ai une telle haine du peuple lorsqu'il vote que je ne suis pas démocrate. C'est ce que ces gens-là devraient se dire. Parce que moi, je veux dire, j'ai pas été heureux des élections de Sarkozy en 2007, puis Hollande en 2012, mais il me serait jamais venu à l'esprit le lendemain d'aller manifester contre leur élection. Donc Florian Philippot, j'en ai pris acte, que les démocrates. C'est le choix de mes compatriotes, c'est tout. Non, mais franchement, c'est quand même un comportement d'abord ridicule et ensuite profondément antidémocratique, comme l'a été la campagne. C'est pour ça que c'est une victoire quand même, comme le Brexit, qui s'inscrit dans cette espèce de réveil des peuples, de printemps des peuples, du peuple contre une caste, une oligarchie. Rendez-vous compte que Trump avait 194 médias contre lui aux États-Unis et 6 pour lui.
C'est incroyable. Philippot, Je crois que c'est une défaite terrible pour l'oligarchie, terrible. Et je pense qu'elle est complètement KO et sonnée. Là. Florian Philippot avec nous sur Sud Radio. C'est quand même assez surprenant que vous souteniez Donald Trump. Il a un programme économique beaucoup plus libéral que vous. Qu'est-ce qui vous pousse à le soutenir d'un point de vue économique ? Remettons les pendules à l'heure. Moi et au Front National, nous avons toujours estimé que Hillary Clinton était plus dangereuse pour les intérêts de la France, et nous avons fondé toute notre analyse uniquement sur l'intérêt pour la France et les Français. On ne s'est jamais positionné dans le débat intérieur, ça n'est pas notre affaire, nous ne sommes pas américains encore une fois. Du point de vue français, Donald Trump, c'est normalement, s'il tient sa promesse, l'abandon du traité transatlantique. Donc vous voyez qu'il n'est pas si libéral que cela, puisqu'il est protectionniste. Et l'abandon du traité transatlantique, c'est une excellente nouvelle pour la France. Pour ceux qui ne veulent pas du bœuf aux hormones dans leurs assiettes, pour ceux qui sont attachés à l'agriculture française, à l'industrie française, et tous ceux qui n'acceptent pas ce grand vent du libre-échange ultra-libéral destructeur. Et par ailleurs, on en parlait... Le fameux TAFTA qui, de toute façon, a priori, n'avait pas grande chance de voir le jour. Avec Mme Clinton, je pense qu'il aurait vu le jour, puisque malheureusement, ce qu'on nous a dit en France était mensonger. Ça n'est pas le gouvernement français qui décide pour la France, puisqu'il a transféré honteusement sa souveraineté commerciale à la Commission de Bruxelles, qui négociait en notre nom. Et la Commission de Bruxelles, elle, y était à fond favorable, comme l'Allemagne d'ailleurs. Deuxièmement, c'est bon pour les intérêts... Pas l'unanimité de ses membres. Non, d'accord, mais regardez le CETA. Regardez le CETA, le traité avec le Canada, qui était le petit frère du TAFTA. Lui, il a été signé. Il va être ratifié, ça fait pas de doute malheureusement, par le Parlement européen. Et même si tous les parlements nationaux ne le ratifient pas, eh bien, il sera quand même en large partie déjà appliqué dans nos pays. Donc vous voyez que ces processus ne sont pas démocratiques. Donc nous sommes les candidats du protectionnisme intelligent. On est donc très heureux qu'un protectionniste ait emporté. Un transfert de compétences. Et puis c'était bon pour les intérêts de la France aussi, on l'avait dit, en matière de politique étrangère. Mais ça, on en a déjà parlé. Ça rééquilibre le monde et ça permet... Moi, je ne voulais pas une guerre États-Unis-Russie, parce que ça aurait été de toute façon l'assurance d'une troisième guerre mondiale. Or, Mme Clinton avait des propos tellement irresponsables et durs contre la Russie qu'on pouvait craindre cette guerre durant son mandat, ce qui aurait été un désastre mondial. Il se dit d'ailleurs que les équipes de Vladimir Poutine étaient en contact étroit avec celles de Donald Trump, qui l'a même pu l'aider à se faire élire. Est-ce que c'est le cas avec Marine Le Pen aussi ? C'est-à-dire que les équipes de Trump seraient en contact avec les équipes de Marine Le Pen ? Non, que les équipes de Vladimir Poutine sont en contact avec les vôtres. Ah non, on n'a pas particulièrement de lien avec les équipes de M. Poutine. Il est arrivé parfois à Marine Le Pen d'aller invité par le président de la Douma, c'est-à-dire leur parlement là-bas en Russie, s'exprimer sur la politique internationale, mais que, je veux dire, on va plutôt se réjouir que les puissances se parlent plutôt qu'elles se fassent la guerre. Et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, par leur comportement et leurs propos irresponsables, nous sommes brouillés avec 3 membres permanents sur 5 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes brouillés avec la Russie, nous sommes brouillés avec le Royaume-Uni parce qu'on n'a jamais accepté le Brexit au plus haut niveau de l'État, et maintenant nous sommes brouillés avec les États-Unis parce qu'on a insulté Donald Trump pendant la campagne. Et qu'on a accueilli quand même extrêmement fraîchement à l'Élysée son élection. Il y a eu une félicitation, un message de félicitations, et il y a eu un appel entre Donald Trump et François Hollande. Qui a duré 7 minutes, donc si vous enlevez la traduction, ça fait 3 minutes 30. Hein. Donc en 3 minutes 30, on n'a pas le temps de se dire grand-chose. François Hollande a parlé de Holker avant l'élection de Trump, a dit le 15 octobre dernier que même Clinton serait élu, avant que l'élection ait lieu. Faut pas qu'il se lance dans la voyance, François Hollande, parce qu'il a pas l'air extrêmement bon. Manuel Valls a parlé d'un mauvais homme. Notre ambassadeur là-bas, qui n'a toujours pas été révoqué, a insulté plusieurs fois par Twitter avant de supprimer ses tweets Donald Trump. Vous demandez la révocation de l'ambassadeur ? Évidemment. Cet ambassadeur, il nuit aux intérêts de la France, il donne une image épouvantable de notre pays là-bas, il devrait être révoqué, mais j'ai bien compris, puisque j'ai interpellé directement Madame Royal sur le sujet l'autre soir, qu'il n'en était pas question. Eh bien, tout cela est incroyablement irrespectueux et irresponsable pour les intérêts de la France. La maire de Paris, Madame Hidalgo, le traite de stupide avant son élection. Sarkozy, alors je sais que Sarkozy aujourd'hui est devenu dans les médias plus trumpien que Trump, sauf que jusque la veille de l'élection, il souhaitait ardemment la victoire d'Hillary Clinton, il est embourbé comme elle dans ses relations avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, et il avait lui aussi versé sa petite insulte contre Donald Trump il y a quelques mois. Il essaie de faire oublier tout cela aujourd'hui, mais c'est la réalité. Donc je veux dire, aujourd'hui on est brouillé avec 3 grandes puissances, Russie, Royaume-Uni, États-Unis. Il n'y en a que 5, dont la France au sein des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces gens-là isolent la France. Avec Marine Le Pen, la France ne sera plus isolée.
elle sera dans le monde, elle sera en dialogue et en partenariat avec nos partenaires. C'est quand même une bonne chose. Il faut sortir de cette politique d'isolement, ça n'est pas une bonne chose pour nos intérêts. Marine Le Pen, c'était un soutien du bout des lèvres, hein, Donald Trump. C'était davantage le tout sauf Hillary que le pro-Trump à l'époque. C'était l'idée, bien sûr, qu'on parle en tant que Français, donc on ne voulait pas s'ingérer dans le débat américain en jugeant chacune des déclarations ou chacune des propositions de Donald Trump, ça n'avait pas de sens. Est-ce qu'il pourrait y avoir une rencontre entre Marine Le Pen et Donald Trump ? C'est pas à l'ordre du jour, pourquoi pas ? Selon le journal Le Monde, Marine Le Pen en serait ravie, elle en rêverait. Mais non, je crois qu'elle a... je suis pas sûr qu'elle en rêverait, mais ça aurait un sens. Maintenant, là, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a rien d'organisé en ce sens. Et je crois que Donald Trump a d'abord à cœur de mettre en place ses équipes, ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez des contacts avec ses équipes ? Pas véritablement avec ses équipes, non. Donald Trump a fait une campagne essentiellement sur le thème du déclassement. Est-ce que ce sera aussi le cas de Marine Le Pen en 2017 ? Marine Le Pen, vous savez, elle n'attend pas la campagne de 2017 pour évoquer le déclassement et y apporter des solutions. Souvenez-vous de 2012, la France des oubliés. Bon, évidemment que le déclassement est une grande problématique. Et non seulement c'est un peuple tout entier qui est déclassé, des personnes âgées, des travailleurs, des jeunes, des chômeurs, mais en plus méprisé, puisque vous avez une espèce de caste qui dit à ce peuple méprisé comment il doit voter, pour qui il ne doit pas voter, pour qui il doit voter. Ce qui est bien, ce qui est mal, avec un grand B, avec un grand M, tout cela est insupportable. Et je pense que ce sera un des grands enjeux de cette élection présidentielle. Mais comment on répond au déclassement ? Sûrement pas en aggravant les causes du déclassement, c'est-à-dire en faisant encore plus d'Europe, encore plus d'ouverture des frontières, encore plus d'austérité. Bon, il faut faire encore plus de démocratie, moi je dirais d'abord et avant tout. Faire des référendums, créer un référendum d'initiative populaire, retisser du lien, mettre en place la proportionnelle intégrale, retisser du lien, c'est absolument urgent. Florian Philippot, le Front National va-t-il bénéficier de la proportionnelle intégrale pour retisser du lien ? On fait mieux quand même. Quand vous avez des millions de Français qui ont le sentiment de ne voter pour rien parce qu'ils n'ont pas de députés ou très peu de députés, je vous assure que ça crée une distance entre les élites et le peuple. Et même les élus tout simplement et le peuple. Et je crois qu'il faut mettre en place cette proportionnelle avec une prime majoritaire. On peut en discuter, mais mettre en place cette proportionnelle pour que chacun se sente représenté. C'est ça la démocratie. Mais d'avoir un député de sa circonscription, c'est pas mal aussi pour retisser du lien, comme vous dites. Mais chacun a forcément un député de sa circonscription. Le Front National va-t-il Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ça crée un lien ? Non. Plus globalement, Florian Philippot, le FN va-t-il bénéficier de l'élection de Donald Trump ? Front National, il est dans le sens de l'histoire. Voilà. Et cette élection se situe aussi dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est quoi ? C'est que des peuples dans le monde entier, partout, se réveillent, se mettent debout et disent stop, ça n'est pas une petite case de décider pour nous, de notre avenir. C'est à nous de reprendre en main notre destin. Et le sens de l'histoire, c'est manifestement le réveil des nations, des identités nationales, des fiertés nationales, dans un esprit, vous voyez, de coopération. Puisqu'on disait souvent les nations, c'est la guerre. Moi, je constate que ceux qui sont élus sur un projet très national, très patriote, sont ceux qui portent un message de paix. Alors que les adversaires de la nation, comme Mme Clinton, en tout cas, aux États-Unis, c'est plus compliqué d'être adversaire de la nation, on ne peut pas comparer avec la France. Mais en tout cas, ceux qui la soutenaient en France sont clairement des adversaires de la nation. Et c'était Mme Clinton qui avait le discours le plus belliciste, le plus guerrier. Donc vous voyez que finalement, ce sont ceux qui sont pour une saine coopération entre les nations qui sont les plus paisibles. Trump a fait toute sa campagne contre les médias en se revendiquant anti-système. Est-ce que vous pensez que la dédiabolisation du Front National vous est bénéfique, Florian Philippot ? Je pense qu'il faut inverser. Je pense que ce sont tous les médias qui ont fait leur campagne contre Trump d'abord et avant tout. Ils l'ont pas loupé. Ils étaient c'était les médias, Wall Street et ceux qui sont sponsorisés par le Qatar et l'Arabie Saoudite. En gros, qui ont fait campagne contre lui. C'est les sponsors du Qatar et de l'Arabie Saoudite ? Ceux qui sont sponsorisés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, oui. Vous avez un certain nombre de personnels politiques aujourd'hui aux États-Unis comme en France qui sont sponsorisés par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il faut appeler les choses par leur nom. Donald Trump a bien participé. Quand vous y allez y faire des conférences, vous recevez des montres ou je ne sais quoi, des conférences très très chèrement rémunérées, ça s'appelle être sponsorisé. Et il y a forcément un renvoi d'ascenseur. Ça, faut que les Français se le disent clair et net. Il n'y a rien de gratuit en diplomatie. Rien n'est gratuit. Il y a forcément un renvoi d'ascenseur. Sur ma question, Florian Philippot, la dédiabolisation du Front National, vous est-elle bénéfique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-elle en marche déjà ? Est-elle en marche ? Pensez-vous que la dédiabolisation du Front National est en marche ? Je crois même plus que ce soit l'étape d'aujourd'hui. Je pense qu'elle est faite. Elle est faite aujourd'hui ? Pas dans la caste, mais dans le peuple français, oui. Je veux dire, c'était nous montrer tels que nous sommes vraiment. Expliquer que les accusations de racisme et autres étaient infondées et étaient mensongères. Je crois que maintenant, beaucoup de Français nous voient tels que nous sommes. Vraiment, on ne fait aucune distinction entre les Français. Donc ça y est, le Front National est un parti au cœur du système, puisqu'il...
Il est dédiabolisé. Oh, si vous appelez un parti au cœur du système, un parti qui veut l'arrêt de l'immigration, veut retrouver notre souveraineté nationale, notre indépendance, veut organiser un référendum sur le Frexit, je crois qu'on n'a pas la même définition du système. Parce que ça m'a pas l'air d'être l'idéologie du système aujourd'hui en France. Est-ce qu'il y aura un changement de nom avant l'élection présidentielle ? Non, il n'y aura pas de changement de nom avant l'élection présidentielle en France. On a bien d'autres choses à faire. Jeudi d'ailleurs, c'est le... Bon, c'est une question qui pourra se poser un jour, peut-être. Mais c'est pas illégitime. Mais non, vous savez, c'est dans 5 mois le premier tour. On a beaucoup de choses à faire. On doit convaincre les Français encore plus. Jeudi d'ailleurs, c'est le verdict. Verdict du tribunal de grande instance de Nanterre qui se prononcera sur la demande d'annulation de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National. Qu'est-ce qui se passe si jamais le tribunal décide d'annuler son exclusion ? C'est-à-dire qu'il revienne tout simplement. Je ne vois pas pourquoi la justice prendrait cette décision. Ça n'a pas de sens. Il a été exclu. C'est une hypothèse quand même, on ne connaît pas encore le verdict. Il a été exclu il y a 16 mois sur des motifs qui sont connus de tous, des propos inacceptables. Voilà, et je crois que c'est absolument évident. La justice n'a pas à revenir sur cette décision, ou alors elle légitimerait des propos qui ne sont pas acceptables. C'est pas sur le fond que la justice tranchera. Mais ce sera analysé comme cela, qu'elle le veuille ou non. Ouais, enfin, la justice tranche pas sur le fond, encore une fois. Donc mais ce sera analysé comme ça, moi je vous le dis tout de suite. Bon. Mais de toute façon, politiquement, cette affaire est vraiment derrière nous depuis bien longtemps. Mais donc Jean-Marie Le Pen pourrait retrouver son poste de président d'honneur du Front National. Mais dans ce cas-là, je pense que Marine Le Pen prendrait probablement des décisions. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, on en discuterait. À ce moment-là, mais je n'imagine pas du tout cette hypothèse, vous savez. C'est une page qui est tournée. Et l'exclusion s'est faite très régulièrement, très légitimement. Et depuis, Jean-Marie Le Pen a dit lui-même qu'il montait une structure politique pour présenter des candidats contre le Front National. Donc lui-même n'a même presque plus, il donne le sentiment de presque plus avoir envie de revenir au Front National puisqu'il veut se présenter, en tout cas présenter des candidats aux législatives contre le Front National. Voilà, ce qui est son droit, hein, mais ça prouve qu'il n'est plus dans une démarche de vouloir, au moins c'est clair, de vouloir rejoindre le Front National. Florian Philippot, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot, vice-président du Front National et député européen. Vous avez mis en ligne un nouveau tract sur l'application du FN, un tract sans logo et sans nom, uniquement avec cette inscription au nom du peuple. Il y a quand même un nom, il y a Marine, avec sa photo quand même. C'est un tract pour la présidentielle, clairement. Oui, c'est un tract pour la présidentielle, bien sûr. Au nom du peuple, ce sera le slogan de campagne ? C'est le slogan de la présidentielle, tout à fait. Je crois que c'est plus qu'un slogan. C'est rappeler des évidences. On ne pensait pas qu'elle serait autant d'actualité d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est le peuple en démocratie qui décide. Et nous ne sommes que quand on est élu, nous ne sommes que des mandataires du peuple. Marine Le Pen, elle souhaite être la candidate, vous voyez, de la souveraineté populaire, du référendum, beaucoup plus fréquent, du référendum respecté, lui. Pas ce qu'avait fait Sarkozy sur le traité de Lisbonne. La présidente qui créera un vrai référendum d'initiative populaire en France. On signe des pétitions et ça déclenche un référendum à partir de 500 000 signatures. Vous voyez, c'est tout cela au nom du peuple. Je crois que c'est extrêmement concret. Ça existe déjà, hein, mais c'est simplement que le seuil est un peu plus haut. Hein. C'est pas 500 000, aujourd'hui c'est 4 millions. 4 millions et demi, ouais, c'est 10% des inscrits plus 20% des parlementaires. Et c'est déjà 10% des inscrits, c'est énormissime. 4 millions et demi de signatures, on voit ça nulle part ailleurs. Et en plus, surtout, le verrou parlementaire, les 20% de parlementaires, c'est-à-dire 180 ou 190 parlementaires, ça fait que ça n'est plus d'initiative populaire. Vous mettrez pas du tout en avant le nom du Front National au cours de cette campagne ? Ça n'est pas l'objet d'une campagne présidentielle. Voilà. Nous sommes respectueux de la 5e République du général de Gaulle, qui voulait justement retirer les partis, faire le ménage en retirant les partis de cette élection. C'est pas une élection qui a un rapport avec les partis politiques. C'est une élection qui crée un lien direct entre une personnalité et le peuple français. Voilà. Ce sera la candidate du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine ? Ce sera la candidate soutenue par le Front National notamment, et par le Rassemblement Bleu Marine bien sûr, mais pas que. Vous venez. Elle pourrait même avoir un projet qui soit présidentiel, qui ne soit pas tout à fait celui du Front National. C'est-à-dire, il y aurait des... Elle peut son projet sera annoncé début février, mais... Qu'est-ce qui pourrait changer ? Elle peut tout à fait... elle est libre. Elle peut tout à fait considérer que sur tel ou tel point... Sur quel point, notamment ? Est-ce qu'il pourrait y avoir... Je peux vous dire maintenant, ce sera en février qu'elle donnera son projet présidentiel, mais non, mais c'est une position de principe. Elle n'est pas obligée du tout d'avoir exactement le projet du Front National, même si chacun comprendra qu'évidemment, ce sera très largement un projet similaire à celui du Front National. Sur quel point est-ce qu'il pourrait y avoir des dissensions ?
pas des dissensions. Pourquoi vous voulez voir des dissensions partout ? C'est un choix qui sera fait. Et je ne sais pas si elle le fera. En tout cas, si elle peut parfaitement. C'est une expression qu'elle a déjà dite elle-même. Elle peut tout à fait se sentir libre de ne pas reprendre tout à fait le projet du Front National. Vous venez d'investir un ancien député UMP, Jérôme Rivière, comme candidat pour les prochaines élections législatives. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Pourquoi pas ? Qui viennent d'ailleurs de l'UMP ou de mouvements ou de la droite ou de la gauche. Vous êtes en discussion avec certaines personnalités politiques ? On est chaque jour en discussion avec des gens qui viennent de partout. Vous savez, le rassemblement des patriotes, il se fait au-dessus de la gauche et de la droite. Voilà, ce sont des notions un peu dépassées d'ailleurs. Et il y a des gens qui ont été trompés à un moment. Qui se disent finalement le choix de la France, c'est Marine Le Pen. Il y a des transfuges en cours ? Mais il y en a en permanence. En permanence, vous avez, ils ne sont pas tous aussi connus qu'un ancien député, mais vous avez des élus locaux, vous avez des cadres, vous avez des militants localement qui viennent de droite et de gauche et qui nous rejoignent. Il y en a d'autres qui sont prévus ? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Vous êtes en négociation avec certains ? Si ça se fait, ça ne se fera pas sur des petites négociations comme cela sans cohérence politique. Il faudra qu'il y ait une sincérité dans la démarche. Ça, il y a l'inverse aussi qui se produit, Florian Philippot. Aymeric Choprade, par exemple, député européen et ancien conseiller de Marine Le Pen. Il a annoncé il y a 10 jours qu'il souhaitait rejoindre la campagne de Nicolas Sarkozy et intégrer le Parti populaire européen, le PPE. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils en veuillent. Donc ce sera à eux de voir. Bon, mais Aymeric Choprade devrait se dire qu'il a été élu sur les voies du Front National. C'est quoi, c'est un traître pour vous ? Non, je n'emploie pas ce genre de mots. Il a rompu les amarres, c'est son droit, et aujourd'hui il veut aller, je crois, chez Nicolas Sarkozy. Bon, il avait fait d'autres choix dans les mois précédents, personnes qui n'ont pas forcément voulu de lui. On verra si ça se fait, ça n'a aucune importance. Florian Philippot, vous êtes vice-président du Front National, chargé en outre de la communication du parti. Quelle est la stratégie médiatique du Front National aujourd'hui ? Je ne sais pas si on a une stratégie médiatique, on est simplement là pour nous rappeler, nous, que médium, ça veut dire moyen, et donc les médias, au pluriel, sont des moyens, si je vous pose et pas des décideurs, et nous utilisons les médias quand ils nous invitent pour aller porter notre projet politique, tout simplement. Si je vous pose la question, c'est parce que Marine Le Pen se fait plutôt discrète actuellement dans les médias ? Elle fait des médias de temps en temps. Est-ce qu'elle en fera davantage pendant la campagne présidentielle ? Oui, forcément, mais vous savez... Marine Le Pen, elle a fait l'analyse aussi que on parle directement aux Français aujourd'hui via les réseaux sociaux et via Internet, et que peut-être que cette absence de filtre médiatique, qui est parfois un filtre militant, permet de dire plus de choses. Voilà, et d'exprimer des choses. Je crois que c'est la modernité aujourd'hui de s'exprimer, et elle peut le faire puisqu'elle a des réseaux sociaux qui sont très 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 suivis par les Français. Donc elle le fera, mais elle fera aussi naturellement des médias, ce qu'elle souhaite. Et je crois que c'est une exigence qu'on doit avoir aujourd'hui, côté politique comme côté média. Ça devrait être une exigence partagée. Il faut s'extraire de la petite phrase, du buzz, du commentaire. Je crois que ça fatigue tout le monde, ça crée de l'abstention, ça crée de la fatigue parmi tous les Français. Florian Philippot avec nous sur Sud Radio. France Télévisions va interpeller le CSA sur ce qu'il pense être la stratégie médiatique du Front National. Michel Field vous accuse d'un détournement des règles sur l'équité des temps de parole. Concrètement, vous refuseriez les invitations de France Télé pour accumuler du temps de parole pour le mois de janvier avant le passage à la période de campagne officielle. Alors c'est totalement faux. Et nous avons j'invite tous nos auditeurs à aller sur le tweet du Front National qui a répertorié toutes les invitations par France Télévisions depuis la rentrée. Donc je vais le faire rapidement. Le matin, au cas de vérité, on a été invité 6 fois sur 50 émissions, 0 refus. Aux journaux de 20h, une invitation sur 50 journaux, 0 refus. 0 invitation au 13-15, donc pas de refus possible. On n'est pas couché de Monsieur Ruquier, 0 invitation depuis la rentrée. Et la seule fois, c'était moi d'ailleurs, on l'a fait en 4 ans, Monsieur Ruquier s'est senti obligé de protester à l'antenne en disant qu'on l'avait obligé à inviter le Front National. Marine Le Pen a organisé 3 conventions thématiques depuis la rentrée, 1 lancement de collectif, 0 reportage aux 20h de France 2, donc ils ont parfaitement la possibilité pourtant de le faire. L'émission politique, c'est une fausse polémique. Moi, j'y étais d'ailleurs jeudi dernier en débat. C'est une fausse polémique créée par cette émission, puisque Marine Le Pen a fait savoir depuis le départ qu'elle ne pourrait accepter l'invitation, qui n'est pas une convocation quand même. C'est une invitation, je rappelle les choses, qu'après le résultat de la primaire de droite et du centre, parce qu'elle veut connaître ses adversaires. Ça me paraît quand même très légitime. Et elle n'avait pas interdit sa nièce d'y aller ?
Non, elle a fait savoir qu'elle souhaitait qu'il y ait une invitation principale, et ce sera elle forcément puisqu'elle est candidate, après la désignation du candidat. Il y avait eu la question justement de la participation de Marion Maréchal Le Pen à cette émission, et finalement elle n'y est pas allée. Pour cette raison précisément, parce que la candidate choisit sa stratégie, et quand elle souhaite s'exprimer, France 3, puisqu'il parle de France Télévisions, une invitation à Dimanche Politique, vous savez, l'émission du dimanche sur France 3, sur une douzaine d'émissions depuis la rentrée, ça sera la semaine prochaine pour Marine Le Pen, 0 refus. Soir 3, une invitation sur 50 émissions depuis la rentrée, 0 refus. Donc où est-ce que le Front National refuse les invitations qui ne sont pas très importantes d'ailleurs, quantitativement vous remarquez, de France Télévisions. Voilà, les chaînes ont une difficulté, je le conçois bien, à gérer le temps de parole à cause des primaires, pourquoi parce qu'ils surreprésentent en ce moment l'UMP. L'UMP est surreprésenté médiatiquement, ça, alors, Michel mais Field, c'est à eux de régler, je ne sais pas. Je pense que c'est désagréable. Voilà. C'est faux et désagréable. Pourquoi est-ce qu'il mentirait ? Il faut lui demander. Il n'y a pas de raison objective de... Encore une fois, il faut lui demander. Mais que les chaînes aient des difficultés à gérer le temps de parole à cause des primaires parce qu'elles surreprésentent l'UMP, ce n'est pas de la responsabilité du Front National. Florian Philippot, il se dit que Marine Le Pen devrait officialiser sa candidature les 4 et 5 février prochains à Lyon, vous confirmez ? Oui, les assises présidentielles de lancement auront lieu effectivement à cette date. Pourquoi si tard ? En ce lieu. Pourquoi si tard ? Parce que... D'abord, une campagne, ça ne doit pas durer 1 an. Une campagne, c'est 3-4 mois, à condition que ce soit intense et qu'on ait des choses à dire. Et Dieu sait que nous avons des choses à dire. Et ensuite, parce que, de toute façon, les autres candidats ne seront connus manifestement que fin janvier. Puisque la droite est embourbée dans ses primaires et la gauche est embourbée dans ses primaires. Si elles ont lieu d'ailleurs. Les primaires de gauche, je ne sais même pas si elles auront lieu. J-7 justement avant le premier tour des primaires de droite. Pensez-vous que des sympathisants FN iront voter à ces primaires ? Je ne le pense pas. C'est le pari de Nicolas Sarkozy. Hein. Oui, mais moi je leur dis, ça n'est pas notre affaire. Ces primaires offrent un spectacle assez lamentable. J'ai pas entendu une idée concrète pour la France sortir de ces primaires. J'ai vu beaucoup de guerres des chefs, beaucoup de petites phrases désagréables, parfois des insultes. Je n'ai pas vu d'idée. Et ces primaires ne sont pas du tout l'affaire du Front National et de Marine Le Pen. C'est un exercice démocratique, ces primaires. Je crois que c'est surtout le résultat d'une faiblesse. Ils n'ont pas de leader naturel, donc ils organisent à la va-vite ces primaires entre 7 personnalités qui se détestent. Mais compte-t-elle, regardez les 3 actuels des sondages, les 3 premiers, M. Juppé, M. Sarkozy et M. Fillon, étaient ensemble dans les mêmes gouvernements. Et ils ont mis la France en faillite. Je veux dire, c'est de la même manière, comme si on demandait aux 3 anciens numéros 1, 2, 3 d'une grande entreprise qui a fait faillite de reprendre cette entreprise. Ça n'aurait pas de sens. C'est ce qu'ils proposent aujourd'hui aux Français de faire. La France n'a pas fait faillite. Florian Philippot, quel est votre La France a plus de 2000 milliards d'euros de dette. Puis elle est dans d'autres faillites, pas simplement financières. Quel est votre meilleur opposant pour 2017 ? Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé ? Celui que les Français choisiront de mettre face à Marine Le Pen au second tour, si nous sommes au second tour. Je pense qu'on y sera. De toute façon, je pense que nous gagnerons cette présidentielle parce que, encore une fois, il y a un sens de l'histoire et il y a une volonté de ne pas reconduire toujours les mêmes. Quoi. On sait très bien ce qu'ils vont faire. Ce sont les présidents, les premiers ministres, les ministres d'hier et d'avant-hier. On sait très bien qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Nicolas Sarkozy s'est prononcé sur l'hypothèse d'un second tour Bayrou-Le Pen. Si Bayrou était face à Le Pen, je voterais pour lui. Oui, alors donc Sarkozy voterait pour Hollande face à Marine Le Pen et voterait pour Bayrou alors qu'il ne cesse de critiquer violemment M. Bayrou, il voterait pour lui. Ça montre la solidité idéologique de ce personnage, du personnage Sarkozy, voilà. Florian Philippot, où en êtes-vous avec Nicolas Dupont-Aignan ? On ne s'est pas croisé malheureusement à Colombey l'autre jour, le 9 novembre. J'y étais en hommage au général de Gaulle, il y est aussi. Vous espérez toujours un rapprochement ? On ne s'est pas croisé, j'espérais qu'on se croise, qu'on discute un peu. Oui, il sera candidat et c'est tout à fait son droit au premier tour de la présidentielle. Je pense honnêtement qu'il ne sera pas au second tour. Et je lui ai d'ores et déjà dit de réfléchir pour que nous puissions faire l'union avant le second tour. Parce que nos adversaires, les adversaires du patriotisme, savent s'unir. L'UMPS sait s'unir. Nous aussi, nous devons être capables de nous unir. Puis j'aimerais qu'on puisse réfléchir, et ça s'organise quand même avant, il ne faut pas faire trop tard, on puisse réfléchir aux législatives. Je pense qu'on pourrait très utilement pour la France faire des choses ensemble. Mais vous voyez bien que dans ses déclarations publiques, il prend ses distances avec vous. Il souhaite préserver l'intérêt de sa candidature au premier tour. Voilà, c'est tactique, je comprends ce qu'il veut faire. Mais après, s'il regarde sur le fond, nous sommes extrêmement proches et il le sait très bien. Il y a un autre candidat à la présidentielle dont on parle peu, c'est Henri Guénaud.
Oui, à condition qu'il ait ses 500 signatures. Vous avez une proximité avec Henri Guénaud ? Oui, bien sûr. Mais... Enfin, Henri Guénaud est gaulliste, je le crois sincère, parce que moi j'ai lu le Henri Guénaud et je l'ai entendu. Avant de rejoindre Nicolas Sarkozy, il était sincèrement gaulliste. Bon, c'est vrai qu'il s'est abîmé auprès de la présidence Sarkozy. Il est évident qu'en étant son principal conseiller en tout cas son conseiller spécial pendant 5 ans... Mais vous n'avez pas de contact avec lui ? Sans n'avoir rien obtenu, non. Il est évident qu'il s'est abîmé, mais bon, c'est quelqu'un que j'aime bien, Henri Guénaud. Juste un mot de votre frère Florian Philippot, il vient de démissionner de l'IFOP, il était le directeur adjoint du département Opinion. Est-il vrai qu'il s'apprête à prendre des responsabilités au sein du Front National ? Oui, c'était l'information du siècle. Mon frère a démissionné de l'IFOP. Je ne sais pas. Beaucoup de médias ont repris l'information. Oui, je sais. Et c'est naturel que je vous pose la question. Alors qu'il était salarié, simplement. Des démissions de salariés dans des entreprises, il y en a chaque jour. Directeur adjoint du département Opinion. Oui, je ne sais pas, il mène sa vie. Je ne suis pas là pour parler de ma famille. C'est quelqu'un bourré de talent, ça c'est certain. Il est très talentueux, mon frère. Donc il pourrait rejoindre le Front National. Je ne sais pas du tout, honnêtement. Faut voir ce que sera son choix, sa volonté. Merci. Ce que je sais, c'est que la numéro 1 de l'IFOP et la propriétaire exclusive de l'IFOP, Madame Parizeau, est une adversaire acharnée du Front National. Elle l'a dit publiquement. Et ça, personne ne se pose jamais la question. Merci Florian Philippot. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant sur Sud Radio, retrouvez Sylvain Augier pour Qu'est-ce qui vous fait courir ? Et le rugby dès 14h avec Judith Soula et Jean-Louis Verger pour le match La Rochelle-Toulouse à 14h50 sur Sud Radio. Le brunch politique. Sud Radio.